Bonsoir et merci de nous retrouver dans notre nouvelle tranche horaire. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un sujet qui risque de devenir central dans les années à venir. Vous le savez sans doute, les mentalités et processus de recrutement évoluent. Aujourd'hui, lors des recrutements, les diplômes seraient regardés en priorité par seulement 40% des recruteurs. En revanche, de nouveaux critères et méthodologies de recrutement, à savoir l'expérience et les compétences comportementales, seraient privilégiées. Malheureusement, nombreux sont les étudiants qui ne semblent pas avoir pris conscience de ce glissement vers une société de compétences. Entre le diplôme et la compétence, qu'est-ce qui est le plus important? Comment les jeunes diplômés peuvent-ils travailler leur employabilité pour être compétitifs sur le marché de l'emploi? C'est autour de ces questions principales que mes invités et moi allons échanger cet après-midi. Et au cours de cette émission, deux étudiants en fin de stage d'études dans une société de la place vous parleront de leur expérience en entreprise et ce sera dans la rubrique Podium Reportage. Mais pour commencer, Abidé Singbe nous présente les invités du jour. Aujourd'hui, Pélagie va échanger avec Vanessa Lawson. Elle est consultante senior en ressources humaines. Faouz Nakamboni, il est mentor professionnel. Notre troisième invité, il est entrepreneur. Il s'appelle Sylvanus Akanro. Pélagie reçoit également pour vous Zeus Wukinta. Il est administrateur des collectivités territoriales. Cet après-midi, nous parlons de diplôme et nous parlerons aussi de compétences. Et notre thème, c'est le diplôme, est-ce la compétence? Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de passer ces moments avec nous. Derrière cette petite phrase, qu'est la formulation de notre sujet, se cache un grand nombre de sujets très actuels. Faouz. Le diplôme revêt un aspect vraiment caractériel dans nos sociétés, surtout francophones, parce que le diplôme est déjà le grade ou bien le niveau auquel aspirent bon nombre de jeunes. Et c'est par rapport à cela qu'ils s'identifient pour entrer sur le marché de l'emploi. Mais actuellement, il y a un équivoque qui apparaît, notamment par rapport à la compétence, parce que, soi-disant, le diplôme ne conférerait pas la compétence. Donc, on en parlera tout à fait. Sylvanus, bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir en tout cas pour moi de partager un plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, nous allons aborder bien évidemment un sujet assez important, qu'est le diplôme. Et vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, surtout dans les pays francophones, le diplôme est considéré comme étant le summum même de la compétence, chose totalement fausse. Nous allons en parler dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup, Zeus. Oui, bonsoir à tous. Et comme l'ont dit les autres, je pense que le diplôme reste un critère déterminant, mais non suffisant. Et pour moi, le diplôme, c'est un élément constitutif de la compétence ou bien une présomption de compétence. Merci. Madame Lawson. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Effectivement, quand on voit déjà les deux termes, nous avons là affaire à deux termes différents. Le diplôme qui est le niveau d'études, comme l'a dit Faouz, et la compétence qui englobe le savoir-faire et le savoir-être. Donc, d'office, déjà, nous avons affaire à deux thèmes bien différents. OK. C'est vrai que vous avez essayé de le toucher tout à l'heure, mais dites-moi, selon vous, quel est le rôle du diplôme sur le marché de l'emploi? Le rôle du diplôme est de niveler les compétences au niveau du marché de l'emploi. Quand je parle de compétences, c'est en termes vagues. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, le niveau bac, vous pouvez prétendre à un certain niveau où des étudiants peuvent aller, de même que le BTS, la licence, le master et tout. Voilà. Et donc, ces diplômes-là, depuis bon nombre d'années, dans nos espaces francophones ici, ont toujours été pris pour des standards par rapport à la reconnaissance de la compétence de quelqu'un, des standards de reconnaissance par rapport au savoir-faire et au savoir-être d'une personne. Mais est-ce là vraiment ce que l'on attend? Parce que le diplôme, il n'est pas écrit dessus que tel a la compétence, mais a également le comportement qui va avec. OK, c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent de diplôme, d'autres parlent de certification. Ici, nous signifions par diplôme cet acte physique qu'on remet à une personne
qui a suivi une formation prouvant qu'elle a effectivement suivi la formation. Sylvanus. Alors, je n'ai pas vraiment envie de répéter Fawz. Il a dit beaucoup de choses, c'est de bonnes choses d'ailleurs. Le diplôme, c'est par définition, c'est un document en fait qui certifie le titre de quelqu'un. Donc, bien évidemment, après le bac, après le diplôme du bac, on peut prétendre maintenant postuler à toutes les filières de l'université et tout ce qui tourne autour. Sauf que le diplôme, en réalité, n'est qu'un pan. Comme je viens de l'oublier, mais je me rappelais, il vient de le notifier, mon copanéliste, comme quoi le diplôme, c'est un élément constitutif de la compétence, ce n'est pas la compétence. Donc, c'est deux termes différents, elle l'a rappelé tout à l'heure, et en réalité, on peut être diplômé sans être compétent, Exact. et vice-versa. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des managers de formation, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, qui deviennent finalement des informaticiens de formation qui deviennent des artistes et ainsi de suite. Donc, et qui sont bons dans leur domaine. Donc, pour dire qu'avoir un diplôme ne voudrait pas forcément dire qu'on est compétent, mais ce n'est juste qu'un élément constitutif de votre compétence. Zeus. Merci Sylvanus. Et le diplôme par rapport au marché de l'emploi, il faut dire qu'il y a un élément prépondérant dans les critères de sélection. Lorsqu'on veut faire un recrutement, il y a une base qui est fixée. On se dit qu'il faudrait au préalable que le postulant ait un certain niveau. Donc, ce niveau va se vérifier ou bien va être attesté par le diplôme que celui-ci apporte, afin de permettre au recruteur de savoir qu'il a quand même un certain nombre de connaissances. Puisque pour moi, le diplôme, en fait, c'est un agrégat de connaissances, mais qui doit être modulé ou bien qui doit être éprouvé sur le plan pratique. Et sans cela, on saura si l'individu dispose de la substance du diplôme dont il se prévaut. Madame Lawson. Oui, sur le marché de l'emploi aujourd'hui, le diplôme permet de pouvoir se positionner par rapport aux compétences, aux connaissances académiques. Et donc, c'est-à-dire que sur une période donnée, vous avez suivi les études. À la fin de ces études-là, qu'est-ce qui prouve concrètement que vous avez suivi de telles études? Et de façon théorique, qu'est-ce que vous savez faire? Donc, le diplôme permet quand même de pouvoir se positionner dans un premier temps sur le marché de l'emploi. Et comme l'ont dit les autres, d'autres critères vont venir s'appuyer pour vraiment vous permettre de construire une carrière. Donc, voilà un petit peu. On parle de diplôme et de compétences, mais pour avoir du travail, pour réussir à décrocher un poste, entre le diplôme et la compétence, qu'est-ce qui est le plus important, selon toi, Fawz? Je pense honnêtement que la compétence est ce qui devrait prévaloir pour avoir un emploi. Parce que pour obtenir la compétence, on est obligé de performer, on est obligé de pratiquer. Alors que lorsque nous avons le diplôme, cela ne donne pas la garantie que nous savons faire ce que nous avons appris, puisque tout est théorique. Donc la compétence prévaut, comme je l'ai dit, et il est important de mettre l'accent dessus. C'est pour cela que même parfois, on demande à certaines écoles, à certaines universités, de pouvoir assurer au moins la première expérience au niveau de leurs étudiants. Et je salue par là le gouvernement qui, par les initiatives de volontariat et de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, d'offrir à ces jeunes des moyens de pouvoir avoir leur première expérience et surtout de tâter du terrain pour voir que l'expérience au niveau de l'école est différente de la pratique. Madame Lawson, la compétence prévaut pour vous aussi? Moi, je dirais que c'est une question à laquelle il ne faudrait pas répondre hâtivement. Parce que si on va maintenant dans l'exemple, moi je préfère aller dans l'exemple, oui, il y a certaines circonstances dans lesquelles où le diplôme peut être plus important que la compétence. Et comme il a dit, normalement la compétence devrait être plus importante que le diplôme. Mais il y a certains postes, par exemple, qui exigent un certain niveau d'études. Et là, même si vous avez la compétence, si par exemple, quand je prends au hasard les enseignants de l'université, pour être enseignant à l'université, il faut avoir un niveau d'études donné. Vous ne pouvez pas maintenant avoir avec, je sais pas moi, le BTS. Non, ça ne passe pas. Donc là, le diplôme a son poids.
Le diplôme a son poids, mais dans d'autres domaines également, la compétence aussi peut avoir son poids. Donc ça dépend, moi je dirais plutôt que ça dépend du cadre du recrutement. Comment est organisé le recrutement. Donc voilà. Je crois que je vais donner un exemple parler d'un point qui vous concerne un tout petit peu. C'est vrai qu'avec l'avènement du système LMD, il y a beaucoup de jeunes qui ne se peinent qu'à avoir 10 pour éliminer leur UV et avoir le diplôme après leur parcours. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la peine de maîtriser le fond des différentes matières qui sont dispensées dans leur parcours. Et je vois aussi d'autres jeunes, supposons que ce jeune a une licence, il n'arrive pas à avoir du travail, il se tape un master dans un autre domaine, ils sont en train d'accumuler des diplômes et des diplômes, pensant que c'est l'accumulation de ces diplômes qui leur offrirait la chance de trouver du travail. Je pense que c'est devenu le credo des étudiants ces dernières années depuis l'avènement du LMD. On se contente tout juste du minimum, avoir 10. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils ne se peinent pas pour les cours, ils préfèrent avoir ce qu'on peut poser à l'examen. Si vous permettez, bon, moi j'ai été confronté à cette situation à l'université où j'encadrais un groupe d'étudiants. Et je pense que le premier jour, l'encadreur m'a dit, bon voilà comment ça se passe. Mais moi j'ai voulu faire autrement, puisque dans l'amphi, ils sont tellement nombreux que bon, chacun fait généralement ce qu'il veut. Le professeur ne pouvant pas encadrer tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, qu'est-ce que moi je me suis dit au préalable? J'ai été formé autrement en tant que juriste. Et pour arriver jusqu'au bout, il faut être à mesure de savoir où avoir les informations nécessaires au-delà du polycope que le professeur donne. Donc, je prenais à chaque niveau mon temps d'expliquer. Et ensuite, à la fin, je donne des questions et nous allons essayer de répondre. Mais je me suis rendu compte, après 10 minutes, qu'il y avait un remous dans la salle. 20 minutes, il y a un remous, j'appelle un responsable qui est à côté, dit non. Mais ici, ils ne viennent pas pour apprendre. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se retrouver dans la situation de l'amphi, mais ils viennent pour que vous leur donnez des questions et des réponses. Ils vont aller bosser pour attendre les notes. Et c'est comme ça se passe. Ce qui fait qu'à la fin du parcours, on a des étudiants qui auront des diplômes, mais qui en réalité n'ont pas la substance qui va avec le contenu du diplôme lui-même. Sylvanus? Moi, j'ai toujours considéré que c'est l'une des tares du système francophone dans lequel nous avons toujours évolué. Déjà, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il n'y a pas eu de réforme éducative en Afrique depuis 1960. Donc, ce qu'on apprend à l'école, c'est ce que un certain nombre de personnes ont décidé qu'on apprenne. Et tout ce qu'on apprend aujourd'hui, le système francophone donne finalement l'impression qu'il faut bien évidemment le certifier. La dame, la copanéliste, vient de dire tout à l'heure que dans un certain nombre de cas, le diplôme... on a besoin du diplôme. On a besoin du diplôme, en tout cas, pour accéder à un certain nombre de postes. De compétences. Moi, j'ai toujours estimé que c'est tout l'inverse qui devrait se faire. Là, M. Zox vient de parler d'un exemple palpable, d'un fait. Et c'est ça la réalité. Dans le fond, si on se basait uniquement que sur le diplôme, et c'est exactement le cas des entreprises aujourd'hui, comment expliquerait-on le fait que les entreprises soient obligées maintenant de former leurs employés qu'elles viennent de recruter? C'est-à-dire qu'on te recrute, oui, on sait que tu as un master en banque et finance, et maintenant, de façon pratique, toi, en tant que nouvelle recrue, tu te rends compte que la réalité est différente de ce que tu as appris à l'école. Et l'entreprise aussi se plaint du fait que tu n'es pas compétente et qu'il faut maintenant te reformer. Donc, vous allez vous rendre compte que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui se mettent à former leurs employés pour les mettre à niveau. Pour dire simplement que se baser principalement sur le diplôme, à mon avis, c'est faire tout faux. Je pense qu'il faut faire tout l'inverse. Il faut d'abord la compétence, montrer ce dont on est capable, et après, l'attester avec un diplôme. Il y a aujourd'hui, généralement, ce sont les métiers, les domaines pratiques qui peuvent rapidement trouver des débouchés sans pour autant qu'on leur demande des diplômes. Quand vous voyez un menuisier, par exemple, vous ne lui demandez pas son diplôme. Vous voyez ses œuvres. Du coup, automatiquement, il fait le truc. Moi, en réalité, ce qu'on considère aujourd'hui comme les universités, ce que les universités font, on sait aujourd'hui comment est-ce que les diplômes s'obtiennent, en fait. Il y a des gens qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent, des parents,
pour acheter les diplômes. acheter les diplômes à leurs enfants. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ont des masters, encore que normalement, après la licence, il faut faire un stage dans une entreprise. C'est après le stage que tu détermines véritablement dans quel domaine tu veux te spécialiser. Maintenant, vu que papa a de l'argent, on fait la licence, on enchaîne avec le master et au final, quand on vient sur le marché, on se rend compte que, tiens, c'est vrai que j'ai un master en management, mais mon truc à moi, c'est la comptabilité. Mais tu aurais dû y penser avant. Donc, c'est un peu les tares que nous avions dans le système francophone et tout le monde se plaint. Et les étudiants et les entreprises. Je pense qu'il faut reformer Donc, tout le si je te système. comprends bien, tu voudrais dire que pendant longtemps, dans le système francophone, on a passé du temps à faire le culte ou la promotion du diplôme plutôt que celui de la Bien sûr, compétence. même aujourd'hui, dans toutes les familles, je pense que les parents disent « school, diplômé en t'es pas d'or ». Il y a cette phrase-là qu'on nous sort tout le temps. Sinon, comment expliquerais-je? Je vais donner un exemple, je vais chuter par là. Prenez par exemple les étudiants qui sont formés et on en avait parlé entre-temps, en action commerciale. Action commerciale, Et force de vente. vente. Et force de vente, voilà. Alors, ces gens-là sont formés pour vendre les produits et les services d'une entreprise. Mais comment expliquer le fait, par exemple, que ce sont des gens qui se retrouvent au chômage? S'ils savaient vendre des produits, cela voudrait dire, par ricochet, qu'ils peuvent se vendre eux-mêmes. Donc, ils n'arrivent pas à se vendre eux-mêmes, donc les entreprises n'arrivent pas à les recruter. Et bien évidemment, ils ne peuvent pas non plus vendre les produits et les services d'une entreprise. Donc, et pourtant, ils ont des diplômes. Donc, pour dire clairement qu'il faut réformer le système. Madame Lawson. J'irai totalement dans son sens à lui. Effectivement, il y a un sérieux problème par rapport au système. Il y a un sérieux problème par rapport au système. Le système francophone. Le système francophone, toujours, qui fait, comme il a dit, et monsieur aussi l'a souligné, les étudiants, ils ne veulent que valider. Et aussi, il n'y a pas de cadre de pratique durant le cursus. C'est-à-dire que c'est juste la théorie. Moi, je me rappelle, à l'université, par exemple, il y avait des matières totalement pratiques qui étaient tout au long de notre cursus, qui mettaient, par exemple, il y avait une matière, l'entrepreneuriat. Ce n'était pas une matière où on devait aller en cours, s'asseoir, non. Vous allez sur le terrain? Même pas sur le terrain. Il fallait que chacun crée son entreprise. Okay. Donc, tout au long du cours, vous créez votre entreprise, venez faire une prestation pour vous permettre d'abord de pouvoir présenter votre entreprise. Et après, vous allez vendre des produits, les produits que vous avez présentés au départ. Donc, c'est des choses qui manquent de plus en plus dans le système, ce qui fait que les étudiants, à la fin, ils sont déboussolés. Et il y a un réel déphasage, comme tout le monde l'a dit, il y a un réel déphasage entre ce qu'ils ont appris sur les bancs et ce qu'ils rencontrent en entreprise. Ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Donc, le modèle le mieux adapté, ce sont les formations qui proposent des alternances. Oui, bien sûr. En fait, il faut allier la théorie et la pratique. On fait beaucoup de théorie. Sinon, comment expliquer le fait, par exemple, que quelqu'un sort, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un médecin qui sort en licence, il ne connaît il sait même pas ce qu'on appelle tuba essai. Et pourtant, il a dessiné. Hein. D'ailleurs, au lycée, on a dessiné des choses et tout ça, mais on ne l'a jamais vu, en fait, en vrai. Oui. Donc, déjà dans les lycées, je pense que c'est en train d'être corrigé. C'est en train d'être corrigé. C'est évidemment dans les lycées scientifiques qu'on trouve des trucs pratiques. Sinon, dans les lycées modernes, dans les arts, machin et tout le reste, c'est principalement de la théorie. Ce qui fait qu'au final, il y a des gens qui sont même premiers, c'est-à-dire majeurs de leur promotion, et tout le monde se dit, pendant les... vous êtes tous sous les bancs, vous vous dites, celui-là, il doit finir à tel niveau, machin et tout le reste. Et au final, vous finissez, tu as un parcours peut-être moyen, lui, il a toujours un parcours excellent, mais au final, il rencontre les mêmes difficultés que toi dans les entreprises. Pour s'insérer. Nous sommes en train de recevoir un message d'une personne qui nous a dit voilà, qu'elle nous écrit depuis l'INFA de Tové. Au Togo, on ne veut plus les diplômés, mais plutôt ceux qui savent faire quelque chose. On doit remédier au système éducatif. Voilà. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est le talent. Développer le talent. Exactement. C'est-à-dire qu'à la base, déjà, même il faudrait Passion. Oui, talent, passion. Talent, passion, mais les deux peuvent être dissociés. Okay.
Oui, je peux avoir de la passion pour quelque chose, mais pas avoir du talent là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà à la base, il faudrait que ces écoles qui forment, ou bien ces universités qui forment déjà à la base, mettent en place des systèmes de conseil d'orientation. Il faut orienter l'étudiant vers ce qu'il veut faire ou bien ce qu'il aspirerait faire. Mais le problème que je trouve même là-bas également, c'est que nous sommes limités en termes de formation dans nos pays ici. Si bien que lorsque vous vous présentez dans une université ou bien dans une école, vous n'avez le choix que vous n'avez le choix que dans ce que l'on vous propose exactement. Donc, ce qui fait que ou soit vous prenez ou soit vous laissez vous rester à la maison. Déjà, si je suis talentueux pour un domaine mais qui n'est pas pratiqué au Togo, je suis obligé de partir. Alors que normalement, on cherche des gens pour construire le pays. Et si ma famille n'a pas les moyens de me faire partir? Ah ben, je pars dans la débrouillardise. Exactement, je pars dans la débrouillardise. Donc l'idée est que déjà, les universités ou bien les écoles mettent en place ces conseils d'orientation-là pour pouvoir aider les étudiants. Et factuellement, les entreprises également, il est vrai, lorsque vous sortez avec votre diplôme et que après vous intégrez la société, on vous forme en plus. Mais que les sociétés également ne rechignent pas à recevoir les étudiants au sein de leurs entreprises. Parce on va en parler, parce que c'est un point crucial. Donc, si on comprend bien par rapport à notre sujet, il y a des cas où le diplôme est égal à la compétence, mais il y a des cas aussi dans lesquels le diplôme n'est pas égal à la compétence. On a acquis la compétence le long de sa carrière par le biais des stages et des emplois. Et de quoi ? De l'expérience. Tout de suite, comme je vous l'avais annoncé, nous allons suivre un reportage que nous avons réalisé au cours de la semaine. Nous avons suivi 2 jeunes qui sont en fin d'études, leur stage de fin d'études dans une société de la place. Et dans ce reportage, ils nous parleront de l'expérience qu'ils sont en train de faire sur le terrain. On regarde avec... regardez. Avant de dire au revoir à leur vie d'étudiant, Ella et Joachim sont en stage de fin d'études dans une société de la place. Je suis en formation d'expertise comptable. Je suis au niveau master pour l'obtention de mon diplôme supérieur de gestion et de comptabilité. Je suis ici pour un stage académique pour la rédaction et la soutenance de mon mémoire, qui est une unité d'enseignement nécessaire pour l'obtention de mon diplôme supérieur de gestion et de comptabilité. Je suis dans l'assistance du comptable client et fournisseur, du contrôleur de gestion et du responsable administratif et financier. Je pense que les cours théoriques et les expériences professionnelles sont 2 choses différentes, mais en même temps indissociables. J'ai besoin des cours théoriques pour avoir une base, pour m'améliorer en entreprise et avoir les compétences techniques. J'ai fait la mécanique d'entretien des engins des travaux publics. Mon travail en tant que stagiaire consiste à mettre à la disposition des techniciens les outillages nécessaires afin de réaliser les travaux. À l'école, les cours sont théoriques, mais en stage, nous avons l'opportunité de toucher du doigt ce que nous n'avons pas pu toucher à l'école. Considéré comme un tremplin qui permet aux étudiants de découvrir le monde professionnel, le stage de fin d'études occupe une place importante dans l'acquisition des compétences. Lorsqu'on parle de compétences, il y a les savoirs, il y a les compétences savoir-faire qui sont un peu plus tout ce qui est expérience sur le terrain et le savoir-être. Les 2 sont plus importants que la première qui est un peu semblable à tout ce qui est diplôme. Mais aujourd'hui, nous, on travaille plus sur le savoir-être et le savoir-faire de ces jeunes où lorsqu'on les reçoit, et ces compétences, ça n'existe pas. Donc, on travaille avec eux, on les met en salle, on développe des programmes de compétences de carrière avec eux et après, on les met sur le terrain. Comme conseil, c'est de demander à ces jeunes, même quand ils sont en classe ou bien dans les universités, qui demandent des stages d'immersion. Même quand vous êtes sur le banc, demander, frapper à des portes, aller plus loin, frapper et demander, même si c'est 2 semaines de stage, ça permet d'être en contact avec l'univers du travail. Au cours de leur stage,
Ella et Joachim vont acquérir des compétences qui leur seront déterminantes pour décrocher leurs premiers emplois. C'était avec Ekwe Sala. Que pouvez-vous dire de ce reportage, de l'importance du stage dans l'acquisition d'expérience? Effectivement, la dame, elle a totalement raison. Normalement, déjà après le bac, normalement, dès qu'on sait à peu près dans quel domaine on veut continuer les études, les premières vacances, là, on doit essayer de s'approcher du monde professionnel. Et ainsi de suite. Chaque année, déjà quand on finit la première année, on va faire ce qu'on appelle le stage d'initiation, si je pense bien. En deuxième année, il y a un autre stage. En troisième année. Ce n'est pas à la fin, quand on a le diplôme, qu'il faut commencer par chercher le stage. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Pour eux, c'est quand on finit, il faut directement, par exemple, aller demander un emploi. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Donc, je pense que d'abord, il y a les écoles aussi qui doivent se faire ce travail-là dès la première année, ou bien même lorsqu'ils commencent, je pense que maintenant, déjà après la proclamation du bac, ils accostent les futurs des étudiants pour leur expliquer que déjà, quand vous avez fait le choix du domaine dans lequel vous voulez continuer les études, il ne faudrait pas passer les vacances à la maison. Il faut commencer par s'intéresser à ce domaine-là. Essayez de voir qu'est-ce qui se fait, si par exemple c'est la comptabilité, même au marché. Au marché, vous avez une tante, vous avez un parent qui a une boutique à la comptabilité, une boutique au grand marché. Vous pouvez aller et voir comment, par exemple, le comptable tient la comptabilité de votre tante. Après la première année, vous pouvez chercher une entreprise et toujours chercher, en fait. Rester dans la dynamique là, jusqu'à la fin. Je crois que nous connaissons tous le problème, ou les problèmes que rencontrent les étudiants qui sont en quête de stage. Et comme le disait tout à l'heure Sylvanus, même le stage gratuit est difficile à obtenir. Et voilà un message que nous recevons. Elle a eu son BTS, ça fait 2 ans. Elle cherche du stage, banque finance, pour pouvoir écrire son mémoire, soutenir. Jusqu'alors, elle n'en trouve pas. Elle me demande comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Moi, je dis tout simplement, c'est parce qu'il y a plus de diplômés que de besoins sur le terrain. Donc, à partir du moment où les diplômés abondent, on va commencer à mettre en balance le diplôme et la compétence. Nous parlons de stage. Oui, nous parlons de stage. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les employeurs en ont de trop. OK. Qui ne veulent même pas des stages gratuits. Quand un étudiant vient pour demander un stage gratuit, ils ne veulent pas. Et moi, je pense que ça peut... Et ils peuvent également, les étudiants peuvent trouver une autre alternative qui va consister peut-être à militer dans les associations. Et moi, j'ai toujours dit aux étudiants qui sont proches qu'il ne faudrait pas faire de son université, c'est-à-dire sortir le matin, aller à l'université, revenir le soir à la maison. Et faire le même parcours jusqu'à la fin de son cursus. Ce qui fait que quand on finit, on est tellement limité. Il y a des associations. Moi, je prends mon exemple. Quand j'ai commencé l'université déjà, la première année, je l'ai fait ici, mais à partir de la seconde année, j'ai intégré une association qui s'appelle AUSEC et à l'époque, qui était une référence. Et à travers cette association, j'ai appris pas mal de choses. Et c'est là même que j'ai découvert le terme de learning by doing. On vous confie une tâche que vous n'avez jamais exécutée, mais au préalable, on vous dit de faire un effort pour vous approcher de quelqu'un qui a eu à exécuter cette tâche dans le passé pour pouvoir apprendre. Si vous avez déjà exercé une activité, on ne vous remettra jamais 2 fois sur la même activité. Ce qui fait que vous évoluez et à la fin de votre formation, vous avez déjà des aptitudes que les autres étudiants n'ont pas. Le mal aujourd'hui, c'est qu'on nous a toujours mis dans la tête, accumuler les diplômes, et à la fin, vous cherchez du travail. Donc, ce qui fait que les étudiants, même quand ils viennent à une formation de 30 minutes, ils vous demandent une attestation. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et quand vous allez leur poser la question, ils vous disent que chez nous, au Togo et en Afrique, c'est le papier d'abord. Qui compte. C'est le papier qui compte. Donc, quand il fait son CV, il va aligner des stages, formations, attestations. Donc, ça fait gros. Alors que ce n'est pas ça. Et moi, je pense que c'est à la base, tout doit se changer. En fait, on doit apprendre déjà à l'enfant qu'en allant à l'école, c'est pour trouver une réponse à un problème de la société. Je pense que c'est cette mentalité que nous n'avons pas dans les pays francophones. Je vais à l'école pour trouver une réponse à la société et non d'être un fardeau pour la société. Bon, en fait, ils ne savent pas qu'on va à l'école pour la vie, on ne va pas à l'école pour les notes. On ne va pas pour les notes. Donc, voilà. Si on le comprend à la base, on va plutôt développer la compétence. Les compétences nécessaires pour trouver des problèmes, des réponses aux problèmes de la société et non accumuler un agrégat
Je un reviens éventail sur, de diplômes. merci beaucoup. Je reviens sur la question de notre téléspectatrice. Je crois que lorsqu'on est en son BTS, après un certain nombre d'années, ça s'annule, ou bien si on n'arrive pas à soutenir, après combien d'années? 3 ans, 2 ans. Donc elle est en passe d'oublier cette victoire qu'elle a eue, Sylvanus. C'est triste. En fait, ceux qu'on vient de voir à la télé, ce sont des chanceux. Hein. Oui, ce sont des Ce sont chanceux. des chanceux, ce Le sont mot des est bien cas dit, ce sont des super chanceux. Encore qu'une fois que vous Et je crois que trouvez... ça dépend de l'entreprise. Exactement. Puisqu'ils ont créé un cadre dans lequel ils font évoluer même les stagiaires. Encore qu'une fois que vous trouvez le stage, que vous exerciez véritablement ce pourquoi vous êtes là. Parce qu'on a des gens qui, finalement, viennent dans les stages, qu'ils ne trouvent pas justesse, parfois même par pitié, et au final deviennent des coursiers de la boîte. Un comptable qui arrive et qui, finalement, va acheter du colico pour le boss, ce genre de choses. Donc, finalement, vous sortez, mais vous n'avez rien appris. En fait, il a dit, M. Sousa a dit beaucoup de choses intéressantes. Faire dans le militantisme, je vais l'appeler militantisme en quelque sorte, mais même ça, là, on sait comment ça finit. Si on ne finit pas dans la politique, c'est... Mais il a dit des choses, M. Faouz a dit des choses intéressantes aussi par rapport à l'orientation. Il y a des pays qui l'ont bien compris et dès le bas âge, ils initient l'enfant à découvrir sa passion, à découvrir son talent. Et quand c'est comme ça, quand tu le découvres très jeune, tout ce que tu choisis comme formation, comme filière et tout ça, s'inscrit dans la droite ligne de tes propres envies. Sauf que nous sommes malheureusement dans une situation où parfois ce sont des parents qui ont eu des rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser. Assouvir. Et au final, ils forcent les enfants à Est-ce que la vie des enfants soit la continuité des leurs? Donc, on en avait parlé. Oui. Il y a un ami à moi qui a fait 4 ans de médecine parce que le papa est docteur. Il veut à tout prix que l'enfant aussi devienne docteur. Il a fait 4 ans de médecine, mais est revenu finalement à l'école pour dire que non, moi je veux faire de la comptabilité. Donc, il a dû reprendre totalement. 4 années de perdu. 4 années de perdu. Donc, l'orientation aussi aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Faouz l'a dit, dans les écoles, il y a un certain nombre de filières. Et pour les ouvrir, les universités ont besoin d'avoir un quota, un nombre dans chaque filière. Du coup, quand vous arrivez et que vous dites par exemple que moi, j'ai fait la série A4, on vous propose en même temps des choses. Et on sait, les universités savent dans quelle filière ils veulent avoir un certain nombre de personnes. Et on vous pousse là-dedans. Donc, même si ce n'est pas forcément ce que vous voulez, vous finissez par le choisir. Donc, de base, en réalité, depuis même le lycée, surtout, c'est caricaturé. C'est-à-dire que les A4 ne peuvent faire que ceci et les scientifiques ne peuvent faire que ceci. Donc, une fois à l'université, donc il faut ouvrir dans la l'éventail. continuité. Il faut ouvrir l'éventail de bonnes choses, pour donner plus de possibilités. Exactement. Nous avons une autre question. Bonsoir le panel. Je suis très content par rapport à ce thème. Comment expliquer qu'un étudiant sorti avec son master en ressources humaines ou en gestion, c'est un exemple, on va lui demander un nombre d'années d'expérience avant de postuler à un poste. Il va apprendre l'expérience là où? Madame Lassane. Oui, c'est comme je disais. C'est comme je disais. Normalement, le master se fait 5 ans. On a 5 ans. Et voilà, si par exemple, un étudiant, comme je l'ai dit, dans la première année, il arrive à faire 3 mois de stage. En 5 ans, il a 15 mois de stage. Sur le marché de l'emploi, avec son master, on ne va pas le positionner de la même manière que quelqu'un qui sort et qui n'a aucun mois d'expérience. C'est des choses que je pense que le tort est quand même partagé. On a à beaucoup de niveaux, que ce soit dans l'éducation à la maison, que ce soit au niveau des écoles et que ce soit même en entreprise. Depuis la maison, on doit pouvoir expliquer aux enfants que voilà le monde aujourd'hui. Les parents doivent beaucoup plus communiquer avec leurs enfants. Arrivé à un certain moment, tu vas avoir telle difficulté. Ce qu'il faut faire, c'est monter comme ça. Je crois que la question qu'il a posée est relative au problème d'employabilité des jeunes. Et une fois sortis, ils ne s'estiment pas toujours assez compétents par rapport au poste qu'on leur propose. Maintenant, comment peuvent-ils travailler leur employabilité pour être compétitifs sur le marché de l'emploi Faouz? Plusieurs outils existent actuellement. Moi, je pense plutôt que c'est un défaut de recherche. Internet est là et les gens vont dessus juste pour les réseaux sociaux. Alors qu'il y a
une autre utilisation qui peut être faite. Depuis maintenant 8 ans, il existe un système qu'on appelle les Massive Open Online Courses, c'est-à-dire les cours en ligne, qui permettent de compléter la formation basique qui existe et qui permet également de gagner en compétences. Je dis bien compétences, pas en formation. En compétences parce que ce sont des professionnels qui animent ces cours. Ce sont des professionnels qui vous racontent leur vécu. Et donc, ces formations sont sanctionnées par des certifications, des attestations que vous pouvez faire valoir sur les CV. Alors, c'est un peu banal, mais si j'en reviens un peu au stage, s'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à trouver des stages, qu'ils se mettent à ces cours en ligne, là, ça compléterait un peu leur formation et ils gagneraient là-dedans. Parce que plusieurs sociétés... en fait, le système, il est lequel? Vous entrez en stage, même si vous gagnez le stage, on vous le fait faire plusieurs fois et vers la fin, on rompt ce stage-là. Parce que normalement, après une période de stage donné, on doit vous embaucher. Mais la société ne veut pas vous embaucher. Donc là, on vous fait tourner en cycle et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Donc l'État même, en fait, c'est le moyen d'interpeller l'État même à voir ce cas de choses, l'inspection du travail et tout, de faire des tours dans les sociétés pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un œil regardant sur cette situation. Je crois qu'en début d'émission, nous avions posé un problème. Un étudiant vient de nous envoyer un message que nous avions dit qu'ils ne sont préoccupés qu'à éliminer leurs UE plutôt. En fait, ils nous parlent de la densité des cours, qu'ils savent que ça ne les arrange pas en fin de parcours, mais que c'est par rapport à la densité des cours qui leur sont proposés, qu'ils sont obligés de procéder ainsi. Que c'est triste. Je suis parfaitement d'accord. Pour avoir fait un parcours de droit, les cours sont assez denses. Les cours sont assez denses, même si depuis un bon moment, on a compris qu'il faut quand même produire. C'est-à-dire, quand vous dites vous êtes juge public ou bien privatiste, on doit essayer de figer un peu la formation. Avant, on essayait de faire en sorte que vous êtes publiciste, que vous essayez quand même d'avoir un peu de compétences en droit public et vice-versa. Mais ces dernières années, on comprend que ça devient assez dense pour les étudiants. Vous avez des polycopes peut-être par trimestre, vous avez souvent 8 à 10 matières. Du côté de Cara, ils étaient déjà... En première année, vous commencez avec 11 matières, avec des polycopes dont la moyenne, le minimum, c'est 50 pages. Donc, 11 matières pour un trimestre, ça fait beaucoup. Souvent, vous avez même des cours de 100 et quelques pages. Donc, dans cette situation, je pense qu'ils sont obligés. Donc, eux aussi, ils ont plus ou moins raison. Ils ont de plus procéder ou moins comme raison ils le font. parce que je pense que le tort est partagé. Le tort est partagé parce que la situation actuelle de nos pays ne permet pas d'organiser les cours dans un cadre qui permet de suivre chaque étudiant. Donc, ils sont nombreux, les cours sont denses et ils font avec. Mais de l'autre côté, comme venait de le soulever de Faouz, je pense qu'il y a aujourd'hui l'Internet qui permet d'améliorer ses compétences. Et ne vous étonnez pas, moi je me retrouve souvent dans des situations où quand l'étudiant pose une question que je trouve assez banale, je lui dis va checker dans Google. Et il arrive des fois où vous dites Google c'est où? Et oui, c'est où? Mais pourtant la personne fait Snapchat, la personne fait WhatsApp, la personne fait Facebook, la personne fait TikTok. Twitter, Google, c'est quoi? Instagram, ils sont partout. Oui, Mais étudiants. Google, c'est souvent jusqu'au semestre 6. Ils ne se sont jamais allés dans Google. Donc, a priori, comme je l'ai dit, je pense que le tort est partagé entre les apprenants et les décideurs. C'est vrai que pendant longtemps, on a parlé du partenariat école-entreprise. On en parle, mais de façon concrète. On n'y assiste pas vraiment, Sylvanus. Non, en fait, c'est parce que justement, il y a trop de demandeurs d'emploi. Okay. Donc, les entreprises ne peuvent pas tous les assimiler. Donc, il y a comme ce qu'on vient de voir... Moi, je ne parle que des stages. Oui, même pour les stages. Imaginez une entreprise qui a, par exemple, je dis n'importe quoi, qui a 10 000 demandes d'employés. Enfin, 10 000 demandes de stage. Des stages. Il y a des gens qui vont passer, mais tout le monde ne pourra pas passer. Il y a peut-être des gens qui vont attendre 5 ans, 10 ans après, avant d'avoir le stage dans l'entreprise. Donc, on est d'accord que ce n'est pas évident du tout. Encore qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à embaucher les gens. Le monsieur juste vient de dire quelque chose d'assez intéressant. Moi, ça me choque carrément que des étudiants ne savent pas ce qu'on appelle Google. C'est très étonnant. Maintenant, pour la dame qui...
enfin, celle Qui qui a un avait posé BTS? qui a un BTS, ou il y avait une autre là qui a posé une question. En réalité, le stage n'est pas considéré comme l'expérience professionnelle. Enfin, la dame, Le jeune homme? le jeune homme qui a demandé à ce que, voilà, une fois en entreprise, enfin, dans la demande, on leur demande un certain nombre Pour d'années avoir un d'expérience. premier emploi. Pour avoir un premier emploi. On leur demande un certain nombre d'années Un certain d'expérience. nombre d'années d'expérience. Sauf qu'en réalité, il y a des gens qui ont déjà fait 2 ans, 3 ans de stage, mais qui ils acceptent de le faire justement parce qu'ils ne veulent plus retourner à la maison et ne rien faire. Donc, ils acceptent. Normalement, après 6 mois, le stage doit quand même se terminer. Mais ils renouvellent à chaque fois parce qu'ils ne veulent pas être oisifs chez eux à la maison. Maintenant, imaginez, vous accumulez 2-3 années de stage. Et ce n'est pas de l'expérience professionnelle. Maintenant, une fois après les 3 années de stage, vous postulez pour une autre entreprise, mais on vous demande l'expérience professionnelle. Alors, le stage n'est pas considéré comme une expérience professionnelle en tant que telle. Donc, au final, on est dans un schéma où le fait qu'il y a trop de demandeurs fait même que aujourd'hui, on a la NVT ou machin, enfin, et tout le reste, qui font des placements de jeunes dans les entreprises. Et ça aussi, les entreprises en abusent parce que on vous prend en stage, vous faites 6 mois, 1 an, et de toutes les façons, si vous partez, il y a un autre qui on va reprendre. Du coup, les entreprises ne ressentent pas le besoin de vous embaucher à plein temps parce qu'il y a un nouveau qui va être envoyé et les sous qu'on va vous donner, c'est toujours des indemnités de stage et tout le reste. Donc, la problématique est tellement grande et tout le monde, en partie, en est en quelque sorte responsable. Mais, et je vais chuter par là, j'invite en réalité les jeunes diplômés et tout le reste à ne pas viser que les grosses boîtes, parce que c'est ça aussi le mal. Quand on a un diplôme, quand on fait une université, quand on a un master ou une licence, on se dit, moi, je vais être à la BOAD. C'est vrai, c'est très bon d'être ambitieux, mais visiter les petites entreprises, les PME, les PMI, travailler au moins avec eux, par elles, les PME, elles peuvent vous ouvrir plus ou moins facilement leur porte que les grosses boîtes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Madame Lawson, quelles sont les compétences à acquérir pour se donner toutes les chances d'avoir une carrière professionnelle épanouissante? Les compétences à acquérir aujourd'hui, moi, je partirai d'abord beaucoup plus sur le savoir-être, sur les savoir-être. Nous avons parlé de Google, par exemple. Il faut avoir de la curiosité. Quand on n'est pas curieux, c'est déjà problématique. Brièvement, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est que le savoir-être pour ceux qui ne le savent pas? Le savoir-être englobe tous les comportements qui peuvent être appréciés dans une entreprise, dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel. Donc, j'ai parlé de la curiosité, j'ai parlé de la volonté d'apprendre. Il faut comprendre que on ne finit pas d'apprendre. Monsieur Faouz l'a dit, les MOOC. Les MOOC, il y en a tellement de divers domaines et accessibles à tous. Il faut toujours continuer par apprendre, continuer par et chercher, découvrir de nouvelles choses tout au long. Il faut faire preuve de dynamisme. Des gens, quand on prend l'exemple des stages, vous pouvez aller en stage, on va vous confier juste de la photocopie. Vous allez faire de la photocopie sur 1 an de stage. 1 an? Oui, les gens font ça. 1 an de stage, il n'a fait que de la photocopie. En fait, il y a une réalité dont je me suis rendu compte. J'ai rencontré une jeune dame qui a eu sa licence en droit. Donc, elle voudrait que je l'aide à avoir un stage dans un cabinet à ses côtés de la place. C'est vrai, le monsieur prend des gens, mais elle m'a dit au cours de la période où elle demandait le stage, ils avaient un souci de rentabilité financière, donc elle n'avait aucune personne sous la main pour la former. Pour ça, il ne peut pas prendre de stagiaire. Donc, je crois qu'il n'est pas le seul qui se trouve dans ce cas. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Il n'est pas le seul qui se trouve dans ce cas. Donc, c'est par rapport à leur réalité que les entreprises, elles aussi, n'arrivent pas à accepter les stagiaires. Accepter les stagiaires. Parce que, voilà, monsieur a parlé des PME. Les PME, souvent, ce sont les entreprises où on retrouve peut-être 10, grand max, 10, 15 personnes. Entre eux, ils se sont déjà organisés à travailler. Maintenant, faire entrer des stagiaires, c'est prendre du temps maintenant pour former d'autres personnes à faire d'autres choses. Et quand ces personnes vont partir, comment ils vont devoir se réorganiser pour la suite? Ce sont des problèmes que elles aussi, les PME, soulèvent de plus en plus, qui font qu'elles n'arrivent pas à prendre des stagiaires. Elles n'arrivent pas à prendre de stagiaires. Donc, nous l'avons dit, les torts sont partagés. Il faut donc, quand on prend un stagiaire, il faut disposer du temps
Pour le former. Pour le former, oui. Il faut quand même, les 2 premières semaines, il faut tout lui montrer. Et la plupart des entreprises pensent qu'elles peuvent prendre ce temps pour maximiser leur rentabilité au lieu de passer ce temps à former des stagiaires. Des stagiaires. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je pense que ce qu'elle a dit est assez intéressant de le savoir-être. Parce que déjà, la personne n'a pas de temps. Et quand elle décide de vous accompagner, c'est que vous devez manifester une certaine volonté. Donc, il faut être entreprenant en vous-même. Il faut être curieux, il faut poser des questions, il faut être tout le temps là. Pour que la personne se dise que je ne suis pas en train de dépenser mon énergie pour rien. Et elle a dit une chose aussi assez intéressante, c'est que, et ça vient de m'échapper malheureusement, mais je vais y revenir. Sois bref. Je pense que nous devons déconstruire le fait que les diplômes, c'est le summum. Je donne deux ou trois exemples. Le président Talon, il n'a que le bac. Je ne sais pas si vous le savez, le président Talon n'a que le bac. Vous prenez le Premier ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, il n'a, je ne sais pas s'il a eu le bac, mais il n'a pas de diplôme universitaire. Mais c'est un Premier ministre. Et les exemples sont foisons. Pour dire simplement que le savoir-être dont elle a parlé, c'est ce qui fait que les gens vont vous apprécier. La volonté d'apprendre, la volonté de maîtriser un domaine que vous ne connaissez pas. C'est ce qui fait la différence. Il faut aussi, merci beaucoup, il faut aussi rappeler aux jeunes qu'ils apprennent à se vendre. Qu'ils apprennent à se vendre lors de leurs interviews d'embauche, parce que la plupart ne savent pas. On te demande qu'est-ce que tu sais faire, ils ne donnent que le titre de son diplôme. Et ils pleurent encore. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai un master. Oui, vous avez un master. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Monsieur, j'ai un master. J'ai 2 enfants. Est-ce que vous voyez un élève qui est en classe de terminale à 4, nous allons vers la fin de l'émission, nous dit qu'il a l'impression maintenant qu'il va passer le bac, qu'il a l'impression comme si c'est une série sacrifiée, qu'il n'a pas d'avenir. Le bac je crois que tu as besoin de Faouz pour te l'expliquer. Série A4, pas d'avenir? Non. Il est beaucoup plus dans une logique fataliste. On lui a dit qu'il n'y a que l'enseignement pour... Non, même pas. Moi-même, j'ai fait la A4, en fait. Okay. J'ai débuté à l'université où j'ai fait l'anglais. Il est vrai que moi aussi, j'avais cette idée-là. Mais par après, j'ai rebondi. Avec ma série A4, j'ai fait le commerce international, j'ai fait le management, j'ai fait l'économie même. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'il s'inscrive dans cette logique fataliste. Donc, il faut qu'il se renseigne. Effectivement. Et c'est un peu mon rôle, en fait. Parce que j'ai à charge... En tant que mentor professionnel, j'ai la vocation de pouvoir accompagner ces jeunes-là ou bien ces étudiants qui ont des doutes sur leur capacité à s'affirmer, des doutes sur leur capacité à trouver leur voie. Parce qu'une chose est de pouvoir réussir, de gagner en expérience et tout, mais si vous ne savez pas où vous allez vous perdre. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. On fait un dernier tour de table. Madame Lawson, le diplôme, est-ce la compétence? Le diplôme, on ne peut pas dire que le diplôme soit la compétence. Clairement, le diplôme, ce n'est pas la compétence. La compétence, c'est beaucoup plus d'autres choses. Donc, quand on a un diplôme, il faut, je ne sais pas, passer par tous les moyens ou faire ce qu'il faut faire pour acquérir de la compétence. Voilà, il ne faut pas s'arrêter au diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui va travailler à votre place. Voilà, je crois que j'ai trouvé la formule. Ce n'est pas le diplôme qui va travailler à votre place. Voilà. C'est vous-même qui allez travailler. Faouz? Moi, j'exhorte mes jeunes frères et les autres diplômés à cultiver l'amour du travail surtout. Parce qu'il est vrai, on ne cesse pas de poursuivre le diplôme. Moi, j'encourage même les jeunes à avoir des diplômes. Mais la compétence doit suivre. Et si on n'arrive pas à obtenir de stage ou d'expérience, sortez, allez chercher. Sylvanus. Ouais, c'est un peu comme quand on en une phrase. En une phrase, c'est un peu comme quand on écrit l'anglais sur notre CV et dans l'interview, on vous pose des questions en anglais et vous commencez pas à tâtonner. C'est pratiquement le même principe avec le diplôme aussi. Mais en fait, le diplôme n'est pas toujours la compétence. C'est 2 choses qui peuvent aller ensemble, mais ce n'est pas toujours la compétence. Je pense qu'il faut travailler dur, il faut vraiment aller sur le terrain, il faut sortir de sa zone de confort. Merci beaucoup. Et il faut aller chercher. Zeus? Et moi, je dirais tout simplement qu'il faudrait que nos jeunes frères comprennent que l'époque où le diplôme était le Graal est révolue. Aujourd'hui, on a plus besoin des gens qui sont dans le pratique. Qui sont dans le pratique. C'est-à-dire, quand on dit tu es compétent,
il faudrait d'abord que tu aies un diplôme, que tu puisses réaliser les tâches que peuvent réaliser, que